J'ai pas eu mon bac à cause de la musique. Je suis allé clipper Cocaïna. Donc du coup, j'ai eu 0 éliminatoire en sport. Ne faites surtout pas comme lui si vous nous écoutez. Quand on regarde l'histoire de Moa, la MMZ, c'est l'histoire d'un groupe de rap, d'une carrière. Sauf que toi, aujourd'hui, tu n'as que 24 ans et tu sors un album solo. Grave. C'est quand même dingue d'être un vétéran alors que t'es au moment où tout commence. Ouais, en fait, j'ai eu la chance de pouvoir avoir une carrière et de pouvoir recommencer. Ça veut dire que, t'as vu, je vois vraiment ça comme une chance parce que j'ai vu et je peux recommencer. T'as commencé le rap à quel âge? Franchement, j'ai commencé déjà à rapper, j'avais 10 ans. Ouais. Après, voilà, c'était un peu moins sérieux à 10 ans. Mais ouais, j'étais bousillé de musique, moi. On a remixé avec mes frères le Crimpé à l'époque. De Lunatic? Ouais, de Lunatic. Ouais. J'étais soit en CM2, soit en 6e. Incroyable. Ouais, c'était un truc de ouf. Ça veut dire vraiment, j'ai baigné dedans. Après, c'est devenu vraiment MMZ. Ça a commencé quand ça a marché, c'était 17 ans. Ouais, 17 ans. Et tu te retrouves sur l'album de PNL avec ce couplet qu'on vient d'entendre. Ouais. À 17 ans, couplet qui a marqué. Grave. Quand on se retrouve dans un quartier comme les Tarterets, là où tu as grandi, dans le 91, qui était un quartier où personne n'avait émergé, qui est un quartier très isolé en réalité, Ouais, de ouf. et que on voit les grands frères de PNL qui réussissent et qui explosent en gardant une formule qui est la leur, en étant en mode que la famille. C'est-à-dire que la famille, c'est vous, c'est DTF, c'est ça, c'est Espion, c'est que les gens de ce quartier-là. Exactement. Qu'est-ce que ça fait quand on a 17 ans et qu'on voit ça exploser en fait? Euphorique. Ouais. En mode Euphoria. Comme déjà l'album Euphoria. Voilà. Déjà à l'époque, j'étais comme un ouf. Non, moi, c'est des moments, des ressentis, je pourrais même pas expliquer, je crois. C'était un truc de ouf pour moi. Parce que je kiffais trop la musique, j'aimais trop ça. Et puis même eux, les deux refs, je croyais en eux de ouf. C'est-à-dire quand ça marche, je suis trop content, comme si c'était moi qui marchais déjà à l'époque. Puis après, le monde Chico, quand on pose dedans, je rate l'école encore pour y aller. Ça veut dire j'étais vraiment musique. Même l'école, c'était après. C'était plus fort que moi. Et donc ouais, après quand ça pète, quand ça explose, des étoiles plein les yeux. Il y a aussi une singularité dans votre équipe, c'est le son. À quel moment ce son il est né en fait? Franchement, en fait c'est bizarre parce que on était tous sur la même longueur d'onde. C'est ça qui est bizarre. C'est que je pense qu'il n'y a pas une personne qui a inspiré l'autre. On kiffait tous la même chose, les mêmes sonorités. Ça veut dire que quand un tel il allait faire ce son, il allait dire putain, c'est trop lourd. On allait tous dire c'est trop lourd ce son. Si c'est moi qui allais faire ce son, ils allaient me dire putain, c'est lourd cette mélodie. Et en fait, on kiffait les mêmes choses. Et je sais pas comment ça arrivé, mais on s'inspirait, on écoutait les mêmes musiques aussi, on avait les mêmes références, beaucoup aussi de musique aux States. À l'époque, je me rappelle, il y avait Chief Keef avec Love Sosa qui était arrivé, Johnny My Cash, tout ça, c'était inspirant pour nous. Lil Durk? Ouais, Lil Durk, grave. Ouais. Et ouais, après, ça s'est fait trop naturellement et on était juste en mode kiff. Voilà, kiff au Tarteret. Et toi, à quel moment la musique c'est devenu ton travail? La musique, c'est devenu mon travail. Déjà, j'ai pas eu mon bac. J'ai pas eu mon bac à cause de la musique. Je suis allé clipper Cocaïna. Donc du coup, j'ai eu 0 éliminatoire en sport. Ne faites surtout pas comme lui si vous nous écoutez. et du coup, après ça, je comptais rattraper mon bac. Mais en fait, après Cocaïna, ça a été très 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 vite. L'été, on était en showcase. On a enchaîné les clips, on a enchaîné les millions de vues. Et fin d'année 2016, on sort notre album Tout pour le Gang qui est certifié disque d'or quelques mois après. Donc en vrai, on n'a pas eu le temps de comprendre quoi que ce soit et donc j'ai pas eu le temps même de rattraper mon bac. À quel moment, Moa, t'as décidé d'évoluer en solo? Franchement, à l'époque de Sayonara, ça commençait déjà à enregistrer parce que déjà moi dans chaque album MMZ j'avais un solo. Donc j'étais déjà dedans et Laser il m'encourageait aussi à le faire. Et c'est un truc qui me donnait envie. T'as vu, moi je suis quelqu'un des nouveaux défis, ça me donnait envie. J'avais peur même que ça plane ou ça stagne un peu MMZ. Je voulais tester autre chose. Et nous deux, on était sur le même délire. Ça veut dire que vas-y, ça a été naturel aussi. Il y a quelque chose dans ta musique qui est différente, la musique de MMZ et de la musique de PNL et de la musique de DTF. C'est-à-dire que les gens font souvent la comparaison, mais en fait, chaque artiste est extrêmement différent. Grave. Et dans ta musique en solo, ce qui est différent, toi, c'est l'atmosphère. Il y a quelque chose c'est hyper important en fait. C'est-à-dire que chaque morceau, ça pose une atmosphère. D'ailleurs, l'album s'appelle Euphoria, c'est sur un sentiment qui est la joie. Comment est-ce que tu arrives à créer ça en fait? Dans quel état tu te mets pour faire ça?
Franchement, ça, c'est carrément dur à expliquer parce que je me pose pas de questions. J'essaye pas de faire quelque chose. Je le fais naturellement, encore une fois. Ça veut dire que quand je rentre en studio, c'est mes choix d'instru. Et après, ça cherche des top lines et ça a fait plein de sons différents. Ça veut dire que moi-même, je vais faire quelques sons. Et après, je vais aller voir mon manager. Je dis, t'as vu, ils sont tous différents. Alors que c'était pas fait exprès. En fait, ils correspondent à tes états d'esprit, quoi. Ouais, je pense, ouais. Parce qu'il y a un truc d'émotion, en fait, dans cette musique. Ouais, grave. En fait, je vais raconter vraiment ce que je ressens et la mélodie, j'adore. Je kiffe. À quel moment tu trouves les mélodies? Franchement, il y a de temps en temps, ça peut me prendre. Je suis sur la route. Je vais écouter un truc qui n'a rien à voir, même de la variette ou quoi, et je vais entendre quelque chose, je vais dire putain, et je vais m'enregistrer dans le dictaphone. Ou sinon, c'est totalement en studio, je mets, comme j'ai la chance d'avoir mon studio maintenant, bah, je mets le casque et vas-y, je reste, je fais couler l'instru, et j'arrive à faire plein de choses différentes sur la même instru, et après je choisis, je découpe, et c'est là qu'après je construis le son. Et c'est aussi ce qui m'impressionne avec toi, c'est que pour beaucoup d'artistes, le studio, c'est un lieu où ils passent une demi-heure, 1 heure, ils déconnent, ils posent leur texte, ils s'en vont. Toi, ça a été un lieu d'apprentissage, en fait, depuis que t'es petit. C'était ça ta vraie école? Bien sûr. En fait, les autres, ils allaient faire du foot. Moi, j'allais au studio. Et je me rappelle à l'époque, 12 ans, ma mère, elle me déposait avec mon grand frère devant le studio. Je reviens vous chercher dans 2 heures. On dit, ouais, on a pris 2 heures de studio. Ma mère, elle a déjà payé une séance de studio pour moi quand j'étais plus jeune. Donc vraiment, genre, j'y allais comme ceux qui allaient au foot, moi j'allais au studio. Et puis je pars du principe où même à l'heure actuelle, c'est important d'y aller souvent parce que c'est un exercice. Si t'arrêtes l'entraînement de foot, bah, tu vas forcément, faut demander à CR7, tu vois, c'est que le travail qui compte. Mais si t'arrêtes le studio, bah, ça va être très dur la reprise. Et pour moi, faut tout le temps aller dans la salle du temps s'entraîner. Est-ce que c'est ça le point commun en fait entre vous, les artistes des Tarterets? Je pense. C'est cette rigueur en fait. Ouais, je pense que c'est ça. Vraiment parce que ça soit pour DTF, PNL ou Espion, F430. Tu vois, par exemple, un artiste comme Espion, tu regardes, si tu l'as sur Snap, tu regardes sa story, le mec, il est tout le temps en studio. Il est régulier. Et en vrai, tu vois qu'il kiffe. Il fait pas ça. Je pense que si on kiffait pas, ça serait pas aussi simple. Mais pareil pour F430, c'est des artistes avec une régularité hyper précise, mais vous avez aussi un point commun, c'est l'amour de la technologie. Ouais, grave. Qu'est-ce que la technologie a changé dans ta musique? Bah parce qu'en fait, quand ça arrive, c'est à nous de tester les trucs. On a eu la chance aussi de bosser avec des ingénieurs du son NKF et Chris Dope Music. Eux, ils nous mettaient des effets de guitare électrique sur notre voix. Et nous, on kiffait. Et je me rappelle à l'époque, en 2013-2014, tu sais, les petites voix, les sonorités autotunées et tout, derrière, ben nous, on pétait les plombs sur ça. Et donc, quand on arrive après en studio avec NK et tout, même moi, change d'effet, fais voir plein d'effets. Mets un effet qui est pas fait pour une voix, mets un effet qui est fait pour un instrument. Et après, quand on entendait ça, wow, c'est un truc de ouf et tout, mets-le derrière sur le refrain, pré-refrain. Donc pour nous, c'est une évolution. Pour moi, c'est une évolution. Est-ce que les Daft Punk, c'est une influence pour toi? Franchement, les Daft Punk, j'ai écouté, ouais, grave. Bah, déjà, dans Capuché dans le club, je me suis grave inspiré des Daft Punk sur le son sur le dernier album MMZ. Et ouais, les Daft Punk, bah, c'est 2 ovnis. Et t'as vu, c'est toujours inspirant, des mecs comme ça. Et puis, c'est des musiciens, les mecs. C'est rempli de mélodies, donc c'est rempli de ce que j'aime. Donc ouais, ça fait partie des références, je pense. Tu fais aussi partie des artistes qui sont ouverts à d'autres artistes que la famille, notamment Eva, qu'on a connu sous le nom de Eva Queen. Et c'est une artiste de 20 ans qui a sorti un album qui s'appelle Happiness en 2021. Ça correspond à Euphoria, ton album à toi. Il y a quand même cette recherche du bonheur, morceau de PNL qui s'appelait À la recherche du bonheur. De ouf. C'est quoi pour toi le bonheur? Franchement, le bonheur, déjà, c'est d'être heureux et de rendre fiers les siens. Et en vrai de vrai, moi, je suis quelqu'un de religieux, donc c'est jamais oublier Dieu et jamais oublier sa famille et d'où on vient. C'est comme ça qu'on existe, je pense. Ça veut dire que voilà, c'est vraiment ne pas oublier ses racines et être quelqu'un de bien. Et c'est vraiment d'être quelqu'un de bien, de faire de mal à personne. J'aimerais qu'on écoute la définition du bonheur par Eva. Franchement, le bonheur, c'est comme je dis sur chacun de mes concerts, c'est ma phrase, c'est que le bonheur est propre à chacun. Tout le monde n'est pas pareil, tout le monde n'aime pas la même chose. Moi, ce que je pourrais dire, c'est vraiment de faire ce qui te plaît et de croire en ce que tu as envie de faire. Parce que moi, par exemple, quand j'ai commencé la musique, il y avait plein de gens qui me disaient « mais MDR, genre,
tu vas faire de la musique, tu crois vraiment que tu vas percer et tout. Et au final, j'ai fait ce que j'aimais et j'ai été très épanouie dans ce que je faisais. Et voilà, si j'avais écouté les conseils de tout le monde, je serais pas là où j'en suis aujourd'hui. Donc, faut vraiment croire en ce qu'on a envie au plus profond de soi, pas rentrer dans ce moule-là qu'on nous impose en mode tu fais ci ou tu fais ça. Voilà, c'est clairement, c'est maintenant, si tu fais un truc, t'es pas à la mode, et si tu fais un autre truc, t'es à la mode, et on te juge. Voilà, c'est en gros, vas-y, tu passes, et puis on te juge. C'est Eva, qu'on a connu sous le nom de Eva Queen, qui nous donne sa définition du bonheur. Nous sommes avec Moa de MMZ. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Est-ce que tu valides? Ouais, je trouve que c'est une bonne manière de voir le bonheur. Et je pense que c'est pas mal dit. Elle parle aussi de persévérance, de croire en soi, même quand les gens autour te prennent un peu pour un fou. Ouais, est-ce que toi, ça t'est arrivé? Justement, quand on est jeune, quand on commence à 17 ans? Après, moi, t'as vu, la passion, elle était trop forte. Ça veut dire que t'as vu, il y en a, ils osent pas aller chanter et tout, c'est dur. Ce que les gens ils vont penser de toi et tout. Moi, j'avais pas ça. Et quand je pense que t'as pas ça, ça se ressent. Donc au final, il y a personne qui te juge ou quoi que ce soit. Moi, c'était trop inné. Je voulais trop chanter et j'allais pas me poser de questions et j'avais pas froid aux yeux, j'avais pas peur d'aller au studio. D'ailleurs, c'est pour ça que j'étais qu'avec les grands. J'étais le seul petit sur le clip Freestyle Squad avec PNL, F430, Espion. Et à Rotterdam, on a fait le clip. Je suis en seconde. Et je vais à Rotterdam, je rate l'école. Ne faites surtout pas comme lui. Je suis qu'avec des grands. Ils ont tous 30 ans passés ou 25 ans, tu vois. Moi, j'étais tout jeune. Je crois que j'avais 16 ans même. J'avais 16 ans. Et donc, du coup, vraiment, j'étais là parce que j'avais pas peur du regard des autres. Qu'est-ce qui te met dans des états euphoriques, Moa? Franchement, plein de choses. Je pense que c'est quand ta passion, déjà, ça devient ton métier. Quand t'as la chance de pouvoir vivre des choses que t'as toujours rêvé de vivre. C'est ça pour moi l'euphorie. C'est quand t'es un jeune de cité, de banlieue et que tu te retrouves dans des pays, tu vois, des endroits paradisiaques et tout. Tout ça, c'était plein d'euphorie. Quand ça marche à 17 ans pour moi, je pète les plombs. Je suis rempli d'euphorie. Mais l'euphorie redescend rapidement. C'est ce que j'allais dire, c'est-à-dire que qui dit montée dit forcément descente. C'est quoi tes moments de descente à toi? À quoi ils ressemblent? Franchement, moi je suis quelqu'un de très nostalgique. Et donc il y a beaucoup de moments où je suis rempli de nostalgie, du coup triste, et que je me rappelle de l'époque, même de quand j'étais petit et tout. Il y a des moments qu'on reverra plus jamais. Et moi ça c'est dur pour moi. Ça me fait mal au cœur quand je repense à l'époque et que je sais qu'il y a des choses que je vais plus vivre. Et il y a des potes aussi que tu reverras plus jamais. Aussi. Donc c'est tous ces trucs-là et c'est pour ça même qu'il s'appelle Euphorie. Tout à l'heure t'as comparé à Happiness, l'album d'Eva, mais Happiness, et à la recherche du bonheur. Et à la recherche du bonheur de PNL. Mais t'as vu, Happiness, c'est la joie. Or que Euphorie, c'est la joie, mais Euphorie, c'est éphémère. Et moi, c'est pour ça, vraiment, Euphorie, c'était vraiment le bon terme. Parce que je voulais parler de joie, d'excitation, mais éphémère. Et c'est intéressant que tu parles de nostalgie, parce qu'il y a un morceau qui fait penser à la nostalgie, c'est le morceau Galère avec Z. Et ça dit un truc intéressant, c'est que finalement, qu'à l'époque on vivait comme des galères, c'est les trucs dont on se souvient le plus. Ouais, grave. Les galères, ça devient des bons souvenirs des fois. Les galères, là on a galéré, pas toutes, bien évidemment, mais il y a des galères qui, quand tu t'en rappelles, tu te dis ah ouais, on avait fait ça, putain, c'était une galère, mais avec le sourire, tu le dis. Raconte-moi toi la galère, l'anecdote qui te fait rigoler maintenant. Ou à l'époque tu disais ah quelle galère. Franchement, il y en a trop. Est-ce que t'as un souvenir maintenant qui te vient à l'esprit? Déjà, il y a des clips. Il y a des clips, c'était des vraies galères. Je parlais dans les débuts. Où vraiment, nous, on a fait des clips à l'époque où on allait à l'étranger. On faisait des clips paradisiaques, des trucs avec des putains de décors. Mais ça, c'était des vraies galères. En Croatie, on a été filmé on allait filmer dans des endroits où on n'avait pas le droit de filmer. Et du coup, c'était les pieds dans l'eau, des caméras, des sacs, partir en courant, cacher la carte mémoire du drone dans ma bouche. Les gendarmes y viennent, je parle avec la carte mémoire du drone dans ma bouche. Des trucs de fou. Après, on a eu plein dans la cité avant même la musique. Mais bon. Il faut rappeler quelque chose qui, moi, m'impressionne beaucoup chez toi. C'est que très jeune, vous êtes parti produire des clips avec des énormes budgets en indépendant. Elle vient d'où cette envie de mettre autant de moyens dans l'image que dans la musique? Franchement, t'as vu, on était trop à l'époque, parce que tu dis énorme budget, mais c'était plus raisonnable à l'époque parce qu'on commence avec Mambi de Fanatic Prod maintenant, qui est devenu gros, qui fait pratiquement tous les clips de rap. Mais à l'époque, lui, il fait rien, il commence avec nous. Donc du coup, on était liés, on faisait ça ensemble.
Donc c'était pas forcément des très très gros budgets. Et on aimait bien partir à l'aventure. Et il y avait notre manager qui était derrière nous et qui a investi un peu sur nous. Et ouais, franchement, on avait vraiment envie de donner une image à nos sons. C'est pour ça que c'était important pour nous. Et voyager, c'était, je sais pas, ça s'est fait naturel, ça aussi. On avait vraiment envie de voyager. Il y avait des pays qu'on voulait voir. On était plein d'idées, plein de Google Images tout le temps dans le groupe. Et mais viens, on va là, c'est possible d'aller là. Bah ouais, c'est possible, j'ai regardé les billets, ça coûte même pas cher et tout pour aller là-bas. On était au Honduras. On a fait 30 heures de vol. Et vas-y, c'était... Et les animaux, surtout. Les animaux, ça allait aussi avec le paysage. Et je sais pas, je crois que c'est quoi comme animal Tarteré, ça, c'est zoo. Au Honduras, ouais. C'était une île. C'était un zoo. C'était un zoo sur une île. D'accord. Donc il y avait jaguar, qui est dans le clip Elle m'a vu. Lion, tigre, singe, il y avait des animaux que je connaissais même pas. Franchement, il y avait des animaux de ouf. Mais c'était magnifique. Qu'est-ce que ça t'a procuré comme en termes d'ouverture, tous ces voyages? Moi, ça m'a fait grandir. Les voyages, pour moi, c'était le plus important. Ça fait partie du truc qui était le plus important. Parce que quand tu rentres d'un voyage, tes batteries, elles sont pleines. T'as envie de faire des choses, t'as envie de réussir, t'as envie de voir d'autres gens, t'as envie de sourire. Et en vrai, le voyage, c'est ce qui te fait grandir, mûrir. Tu vois d'autres cultures, d'autres personnes. Et ça, je le dis tout le temps aux petits de chez moi. Dès que vous avez la possibilité de voyager, foncez. Foncez. Parce que je rentrais au Tarteret avec une manière de voir les choses qui était différente. C'est choquant. T'es en train d'insinuer en fait que quand on reste dans son quartier, on n'a qu'une seule façon de voir la vie. Clairement. Et en fait, moi, à l'époque, je disais à mon manager, les Tarterets, donc Corbeil-Essonnes, c'est la meilleure ville du monde. Mais j'étais sérieux. C'était la meilleure ville du monde. Et il me disait, mais vas-y, toi, tu vois, là, il me prenait pour un fou. Et je disais, si, c'est la meilleure ville du monde. Après, j'ai fait Miami. Je dis pardon. Excuse-moi. On a retrouvé dans notre placard à archives un documentaire qui parle des Tarterets, qui était sur France 2. J'aimerais qu'on écoute un extrait. Les Tarterets, c'est une vie associative et c'est surtout une grande chaleur humaine. Parce que c'est une grande richesse grâce à toutes les ethnies. Des petits bonheurs, des copains, des copines, tous issus de ce quartier qu'ils aiment et qu'ils défendent fièrement. Il faudrait montrer un peu des côtés positifs, parce qu'il y en a pas mal. Il y a beaucoup de gens qui veulent s'en sortir, qui veulent travailler et tout, et on ne le montre pas assez. Des petits bonheurs, des copains, des copines. Vous êtes sur France 2. C'est beau, c'est beau. Franchement, une petite maison dans la prairie. Ouais, c'est incroyable. Ça a l'air incroyable, les Tarterets, quand on écoute là. C'est comme ça ou pas? Ouais, ils abusent un peu. Non, mais par contre, il y a un amour au Tarteret. C'est inimaginable. Vraiment, c'est un truc de ouf. Tous les mecs des Tarterets, on est fiers comme des DZ. Après, voilà, c'est un quartier. C'est un des plus gros quartiers de France. Il y a les bons côtés, il y a beaucoup de mauvais côtés aussi, voilà. Mais pour rien au monde, j'aurais grandi ailleurs. On parlait de l'exemplarité de PNL parce que c'est des vrais exemples en fait. De ouf. C'est quoi ton rapport comment est-ce que tu as commencé à collaborer avec eux en fait? Comment ça a commencé? En fait, c'était des grands de ma cité. Et moi, je rappais et je me débrouillais pas mal. Donc du coup, j'étais tout le temps avec eux en studio à la cité et ils étaient derrière moi, ils m'ont Petit Moha, c'est de là que c'est venu Petit Moha, c'est que voilà, je pense qu'il y avait une relation qui était en mode petit ref, grand ref, tu vois. Et donc on faisait du son ensemble. T'as faim, ça part à Rotterdam, tu veux une canette, tu veux quelque chose à manger, donc c'était très très familial. Et donc quand ça pète, est-ce que toi t'as cru en eux depuis le début? Moi j'ai toujours cru en eux, toujours, j'étais sûr. Je vendais leur CD que la famille à l'époque. J'avais un scooter 50, un Peugeot. D'ailleurs qu'on peut voir dans le clip jusqu'au dernier gramme, je crois, à un moment. Quand c'est dans les années noir et blanc. Ils l'ont mis, mon scooter. Et vas-y, je vendais les CD à l'époque. Et vas-y, c'était pour moi, c'était logique. Mais ils allaient pas péter comme n'importe qui. Je savais qu'ils allaient tout exploser. Et quand ça arrive, je suis trop fier. C'est quoi la plus grande leçon qu'ils t'ont donnée dans la façon de faire de la musique et de gérer une carrière? Charbon, kiff, Dieu et ne pas oublier d'où on vient. Enfin voilà, c'est très cette mentalité-là. Donc après voilà, c'est comme ça qu'on procède. Et après les conseils, reste qui tu es, sois quelqu'un de bien. C'est important de rester bon.
Voilà, c'était vraiment ces conseils-là. Kiffe, n'oublie pas de kiffer. Est-ce que tu kiffes? Tout le temps, ça, c'était tout le temps leur phrase. Ça. Et la discipline. Voilà, la discipline. Parce que de toute façon, il n'y a rien sans rien. Bosse, lève-toi. Et prends les obstacles, les épreuves, encaisse-les, te plains pas, faut les encaisser les épreuves. C'est comme ça un peu, tu vois. Et la loyauté. Grave. Loyal, important. L'album Euphoria est disponible et c'est un des meilleurs démarrages depuis le début de l'année 2022. Félicitations à Moa de MMZ, merci d'être venu. Je te souhaite tout le meilleur pour cette année. J'espère une tournée, j'espère que tu vas revenir dans Verven Underground. Merci beaucoup Moa. Merci à toi Mouloud. Et je le redis, l'album Euphoria, c'est une tuerie.